Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, aussi nombreux pour ce sujet ô combien important. Directrice de la rédaction de Bâti Actu, le site d'information de référence des professionnels du cadre de vie. Donc je suis ravie de vous accueillir pour cette journée, un rendez-vous désormais incontournable des acteurs de l'habitat. Cet événement est conçu pour vous, vraiment pour vous. Autour des problématiques qui font votre quotidien, pour vous retrouver entre pairs. Point d'étape sur les actions en cours, elles sont aussi l'occasion de se pencher sur demain et réfléchir au modèle d'avenir. Cette année, nous avons voulu placer cet événement autour d'un message fédérateur, car telle est sa vocation, agir ensemble pour le logement et la mixité urbaine. Vous l'avez bien compris, le mot « ensemble » est bien celui qui est important. Mais agir, parce que c'est grâce au retour d'expérience, au partage des bonnes pratiques et au débat sur les problématiques qu'on verra aussi les défis et les perspectives de la filière. Ensemble, car face aux mutations et aux enjeux qui sont les nôtres, la collaboration entre tous les acteurs reste la clé. Nous agissons en montrant notre dynamisme, le dynamisme de la filière et en connectant les professionnels. Pour le logement et pour la mixité urbaine, car penser le logement, vous le savez, nous le savons tous, ne se fait plus sans envisager le quartier, comme la ville qu'il y a aussi autour. C'est concevoir l'espace individuel, l'espace collectif, l'espace commun, et donc aussi construire la société dans laquelle nous voulons vivre. Alors, comment agir ensemble pour le logement et la mixité urbaine? Quelles actions face aux tendances actuelles? Quelles sont les attentes des professionnels? Pour y répondre, nous avons mené pour la 2e année une grande enquête en partenariat avec les principales organisations de la maîtrise d'ouvrage publics et privés, ainsi que les bailleurs sociaux, promoteurs, constructeurs, aménageurs. Donc la FPI, l'USH, Pôle Habitat FFB et l'UNAM. Nous allons vous en dévoiler les résultats. Et pour les commenter et s'interroger sur les actions à mener, je vais vous demander d'accueillir sur scène nos intervenantes pour cette table ronde inaugurale. Merci bien sûr à l'ensemble de nos partenaires. Donc Emmanuelle Cos, présidente de l'Union sociale et habitat, je vous en prie, montez sur scène. Madame Caroline Cailleux, maire de Beauvais, présidente de Ville-de-France et de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Vous pouvez les applaudir le temps qu'ils montent sur scène. Madame Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Allez-y, je vous en prie. Monsieur Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Monsieur Grégory Monod, président de Pôle Habitat FFB. Et enfin, monsieur François Rieussec, président de l'Union nationale des aménageurs. Est-ce que mon micro marche? Oui. Donc merci à vous tous de votre présence. Vous voyez un très beau plateau pour commencer cette journée des assises. Et donc pour commencer et poser notre débat, je vous propose de découvrir alors rapidement les principaux résultats de notre enquête. Sachez bien sûr que vous pourrez les retrouver complets dans le document Parole que vous pouvez télécharger grâce au QR code qui est sur l'ensemble des panneaux. Et comme ça, vous avez également l'ensemble des contributions de nos orateurs de la journée. Alors, pour commencer, donc, nous avons interrogé lors de notre enquête, voilà, ce baromètre donc, avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons interrogé les professionnels sur leur état d'esprit. Le constat est sans appel. Un professionnel sur 2 se déclare pessimiste pour son activité pour les mois à venir, tandis que 34% se dit incertain. Les défis sont multiples. Et le premier d'entre eux, le défi urbain et qu'on peut relier au défi environnemental qui doivent être prioritairement traités par les concepteurs face aux attentes en matière d'habitat. Le contexte n'aide pas, on le sait, la principale inquiétude relevant de la pénurie et de l'envolée des prix des matériaux, comme de l'évolution du logement neuf en Berne, ainsi que comme nous la montre d'ailleurs, et je pense qu'il nous en fera l'écho tout à l'heure, la Fédération des promoteurs immobiliers, encore ces derniers chiffres qu'ils ont révélés il y a quelques jours. C'est l'inquiétude qui demeure également quant au financement, l'accès au crédit des ménages modestes, comme le soutien à l'action à la propriété,
ou l'investissement locatif privé. Côté transition environnementale, le constat est clair, tout le monde a envie de s'engager. Mais il reste des inquiétudes, la RE 2020, notamment sur les surcoûts qu'elle entraîne. Bien évidemment, la zéro artificialisation nette, la densification urbaine reste source d'inquiétude. Et la simplification des normes est aussi et toujours au cœur des préoccupations. Cette dernière reste d'ailleurs dans les principales attentes des professionnels, qui demandent des mesures de soutien et d'accompagnement face au contexte actuel. Nous leur avons demandé les 3 domaines dans lesquels il faudrait agir en priorité. Vous le voyez, la pénurie et l'envolée des prix des matériaux, la simplification des normes et des mesures en faveur de la densification urbaine sont les points qu'ils veulent voir le nouveau gouvernement agir. Côté mesures concrètes, toujours des mesures de simplification, la prolongation, le renforcement du Pinel et du PTZ. On le voit, accompagner et soutenir la profession et la construction neuve sont prioritaires pour les professionnels. Alors on notera quand même que de leur côté, les professionnels ont fait énormément d'efforts, ont avancé et ils saluent leurs évolutions en termes de qualité, d'innovation, de développement durable et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et autres progrès en termes de satisfaction client. On note enfin que sur les dernières mesures qui les ont impactés, il y a un certain attentisme. Côté réglementation, les évolutions sont accueillies de manière plutôt positive ou neutre et ils rappellent le nécessaire soutien au financement. On a voulu faire un focus sur l'action territorialisée, c'est ce sujet de la territorialisation des actions qui est important. Les programmes comme Action Cœur de Ville, on en parlera tout à l'heure, sont par exemple bien perçus. En revanche, on le voit, il y a une vraie difficulté, c'est plus difficile qu'avant, les relations avec les élus. Pour finir, un petit focus marché. Donc on a demandé pour les professionnels qui est-ce qui impactait le plus l'évolution des prix. La question du foncier reste au cœur de cette évolution, même si le poids des matériaux et des prix des matériaux de construction se fait ressentir désormais. Enfin, côté attente des professionnels, on le voit, le prix reste un facteur clé à 61%, même si très proche, le cadre de vie, la qualité d'usage, on le verra, on pourra en reparler, qu'on peut bien sûr regrouper, reste un point très important. Voilà, ceci étant posé, donc je vous rappelle, vous retrouvez l'ensemble de ces chiffres et bien documentés dans notre document parole. Commençons maintenant notre échange justement sur ces réactions, entendre vos réactions. Je me tourne maintenant vers vous, chers intervenants. Et pour commencer notre échange, je vais bien sûr reprendre cette première question de notre baromètre et bien sûr vous faire aussi réagir quand même sur les dernières actualités. On a un nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que la pénurie des matériaux et la hausse des prix sont toujours vraiment le cœur de vos préoccupations? Est-ce que vous vous sentez suffisamment accompagné? Monsieur Boulanger, commençons par vous. Merci, bonjour à tous. L'état d'esprit est simple, combatif, mais préoccupé. Préoccupé parce que nous avons fait il y a une semaine, jour pour jour, notre conférence de presse dans laquelle on annonçait des chiffres catastrophiques, notamment sur les autorisations de construire, parce que quand on parle des problèmes de foncier, ce ne sont pas forcément des problèmes de foncier, ce sont des problèmes d'autorisation de construire. Les fonciers, on en trouve, c'est un peu difficile, mais c'est surtout d'obtenir des autorisations. Et sachez que ce trimestre-ci, par rapport au trimestre N-1, comme on a coutume de dire, nous sommes à moins 30,2% d'autorisation de construire et de mise en vente. Donc c'est quand même des chiffres qui sont dramatiques. De ce fait, nos réservations sont tombées de 22%. Et nous avons une offre à la vente qui est de 7,7 mois, alors que nous sommes heureux en moyenne quand nous avons 12 mois. Donc ça, c'est notre premier sujet. Deuxième sujet, nous avons aujourd'hui des opérations dont les prix de revient dépassent très souvent les prix de vente. Et ça devient un vrai problème. Nous n'avons pas de problème de demande, la clientèle est là, mais avec le fameux taux d'usure, elle n'est plus solvabilisée. Le taux d'usure, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est le taux au-dessus duquel on n'a pas le droit de prêter. Et aujourd'hui, les taux du marché sont au-dessus du taux d'usure, et comme il ne sera pas révisé a priori avant le 1er juillet, ça coince. Donc on a une demande qui est là, on n'a pas d'autorisation de construire en nombre suffisant, on a un problème vraiment fou de prix de revient. On ne maîtrise plus nos prix de revient et les clients qui achètent ne sont pas aujourd'hui totalement financés. Donc c'est un vrai sujet.
Justement, Monsieur Monod, peut-être vous pouviez... je vous vois hocher de la tête, vous avez cette même analyse? Ah. C'est bon, allez-y. Ça a l'air de marcher là? Ah non. C'est toujours les aléas du direct. Hein. Oui, on partage, bonjour à toutes et tous, on partage bien évidemment le constat. Juste pour revenir sur le gouvernement, bon, pour nous, moi je pense que pour tout le monde, c'est pas une surprise, parce qu'on a vu quand même depuis sur ce quinquennat que le logement était un petit peu le grand oublié et était pas mal maltraité. Donc s'attendre à autre chose, je ne sais pas si il faudra qu'on fasse de toute façon avec. Je ne sais pas si on pouvait s'attendre à autre chose que ça. Sur la problématique de la solvabilité et des coûts, je partage tout à fait ce que vient de dire Pascal Boulanger. On a là aussi un vrai sujet. Nous, on le voit, on a un décrochement des ventes sur le premier trimestre dans la maison individuelle. Il ne faut pas oublier que les autorisations ont été tirées ces derniers mois par la maison individuelle, avec de grosses difficultés sur le collectif. Et donc, on va avoir là aussi une paupérisation de l'offre assez générale et des mises en chantier des autorisations qui, elles aussi, vont chuter. Donc, c'est un vrai sujet. On s'est amusé, ça peut être pas forcément amusant, mais en tout cas, on a regardé à dire si demain, on nous donnait le foncier, quel serait le prix de vente mini auquel on pourrait sortir dans une opération en secteur libre en ayant une marge, je dirais, qui couvrirait le risque lié aux aléas, on va dire 5%. Et bien aujourd'hui, à moins de 3 500 € TTC du mètre, on ne sait pas faire. Donc c'est quand même assez dramatique. 3 500 €. Hein. 3 500 € TTC du mètre carré avec hors un foncier à zéro. Avec un foncier à zéro. C'est-à-dire qu'avec un foncier à zéro, pareil. on arrive, hein, je pense, sur les mêmes chiffres. Et là, c'est préoccupant. L'inflation normative qu'il y a eu depuis de nombreuses années, elle aussi, hein, je ne vais pas revenir sur les coûts, on sait ce qui se passe en ce moment avec les matériaux, mais elle aussi a je dirais, participé à cette augmentation du coût. On ne nie pas, bien évidemment, qu'il y a une urgence climatique, qu'il faut faire évoluer les choses. D'ailleurs, les professionnels sont prêts. Ils l'ont démontré à chaque évolution de la réglementation sur toute la filière, qu'ils ont réussi justement à s'adapter à l'évolution de cette réglementation. Mais en tout cas, il ne faut pas nier non plus qu'elle a un coût. Donc comment on accompagne ce coût et comment on permet à nos acquéreurs, aux futurs habitants des logements que l'on va construire, de pouvoir continuer à accéder à cette propriété. Et du coup c'est pourquoi pas, vous m'aviez évoqué quand on a préparé cet entretien, une prime logement neuf? Oui, sur la base de ma prime rénov, pourquoi pas aller justement sur ma prime logement neuf qui pourrait être un accompagnement. On a eu le PTZ qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années, mais qui pourrait être un accompagnement beaucoup plus simple, facile à comprendre. Les banques, je pense, aujourd'hui aussi pourraient être beaucoup plus proactifs sur ce sujet-là. Mais c'est de dire à un primo-accédant, à un jeune couple, pourquoi on ne l'aiderait pas au travers d'une prime en disant il faut qu'on puisse loger surtout ces primos, voire même les secondos. Aujourd'hui, pour un secondo, c'est pas simple de se loger au vu de l'évolution des prix. Donc l'idée de ma prime logement neuf peut être une idée. Madame Cos, de votre côté, quel est votre état d'esprit aujourd'hui face à un nouveau gouvernement et puis par rapport aux chiffres que nous avons pu présenter, qu'est-ce qui vous interpelle? Il y a tant à dire. Non, on a une heure. Sur le nouveau gouvernement, je ne vais pas vous cacher une certaine frustration, ou je pourrais peut-être employer d'autres termes, mais je vais m'en rester à celui de la frustration. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. La première dépense contrainte, c'est le logement, que ce soit sur le loyer ou sur le crédit. Et on n'a pas d'interlocuteur en direct sur un enjeu qui est fondamental. Et je peux comprendre beaucoup de choses, y compris la difficulté de constituer un gouvernement juste avant la période des législatives. Donc on sait qu'on est dans un entre-deux. Mais si je dis ce message, c'est que j'espère que dans 15 jours, la chose sera différente. On a besoin d'interlocuteurs extrêmement mobilisés. Et avec tous les sujets dont on parle. Hein. En même temps, on prend une inflation, je le dis sincèrement, ma génération n'a pas connu des périodes de très forte inflation. Donc y compris, on doit repenser totalement un modèle économique. Hein. Les mesures prises sur le logement ces dernières années, elles tenaient aussi parce que l'inflation est extrêmement basse. On va avoir pour le logement social une augmentation du livret A qui va nous impacter, qui nous impacte déjà hein, avec la décision de février. Mais là, on va prendre encore 2 milliards de dépenses supplémentaires au mois d'août. Donc, il y a déjà ça. Et après, il y a la question des prix. Très clairement, en effet, sur les matériaux de construction, sur l'arrêt de nos chantiers, de nos programmes.
Je le dis aussi aux professionnels des matières premières, il y a peut-être un enjeu de transparence sur les prix. Parce que si nous, on n'arrive plus à construire et à produire, il y a quand même des gens qui profitent des prix actuellement. Hein. Et ils sont là, et on a vu déjà des résultats de certaines entreprises en 2021 qui, pour elles, en tout cas, ce n'était pas la crise. Je pense que c'est très important de dire tout, en fait. Il faut être extrêmement transparent aujourd'hui, y compris l'État pourrait d'ailleurs exiger cette transparence, étant donné les financements indirects ou directs qu'il a sur l'activité du logement, notamment par la TVA. À partir de là, moi, mon état d'esprit, même si je peux être en effet frustrée, il est évidemment combatif. Hein. On a besoin absolument d'un renversement de tendance sur la construction, la rénovation, parce que je ne pense pas qu'on puisse continuer à ce que nos concitoyens souffrent autant d'un logement cher ou inaccessible. On a des enjeux d'attractivité du territoire, on en parlera tout à l'heure. On a des enjeux d'emploi non pourvus parce qu'il n'y a pas de logement adapté au niveau des salaires des Français. Et puis on a des besoins. J'en parlerai lors du congrès HLM en septembre, mais je vous donnerai les derniers chiffres de la demande sociale, mais c'est dingue en fait. On a déjà pris 20% en 8 ans, elle a encore augmenté. Ça veut donc bien dire qu'il y a plus d'offres accessibles pour les Français. Donc il faut quand même qu'on ait conscience de ça. Et donc il y a deux solutions. Soit on attend en fait que ça explose totalement, soit on inverse totalement la tendance et on prend des mesures drastiques. C'est des mesures dont on parle tous les uns et les autres depuis un moment. Mais peut-être que la première, c'est du soutien. Parce que, par exemple, tout à l'heure, vous parliez dans le sondage de la difficulté des relations avec les élus, que c'est plus compliqué. Ce qui est certainement vrai. Mais il faut aussi voir comment les élus ne sont pas soutenus. Et c'est difficile pour eux d'assumer les choses. C'est difficile de se sentir seul sur des programmes de logement. Donc, moi, je pense quand même qu'être porté, soutenu au plus haut niveau de l'État, constamment, et qu'on puisse avoir des messages pour dire qu'il y a besoin de logement, qu'il y a besoin de logement à côté de là où vivent, où travaillent les gens, qu'on doit travailler sur la qualité et sur le prix, c'est aussi un moyen d'aller beaucoup plus loin. Vous le savez, nous avions porté pendant la campagne des présidentielles l'idée du logement grande cause pour le quinquennat. Cette idée est toujours à prendre. Hein. On l'avait portée avec plusieurs partenaires qui étaient la Fédération française du bâtiment, les associations d'élus, la Fondation Abbé Pierre. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça, y compris d'un point de vue économique et du marché de l'emploi. Si on ne répond pas aux enjeux de logement, on ne va pas être capable de faire face aux autres questions. Merci beaucoup. Alors, on reparlera justement de la relation avec les élus. Madame Cahu, je ne vous oublie pas. Madame Lecomte, justement, donc vous aussi, vous êtes combatif. Et puis, vous dites aussi il peut y avoir des solutions à trouver dans notre société. Donc, repenser aussi pour faire face aux pénuries des matériaux, etc. C'est aussi repenser la façon dont on envisage la conception. Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas se féliciter des politiques du logement depuis plusieurs années. On a un vrai sujet qui dépasse le dernier gouvernement. Donc là, c'est un peu l'occasion de se dire, à l'aune de toutes ces crises, matériaux, augmentation du coût de l'essence qui questionne sur l'étalement urbain et sur l'aménagement de la ville, la qualité qu'on a vu émerger comme étant un sentiment extrêmement important sur la qualité du logement produit depuis le confinement. On se dit il faut renverser la table et changer de politique du logement. Ça ne peut pas être la même depuis des années. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, savoir quelle politique on veut, c'est là où il faut qu'on arrive, parce que je reprends un peu le mot ensemble. Comment est-ce qu'on dépasse un peu tous nos clivages, toutes nos façons de penser, les attentismes qu'on peut avoir tous dans nos différentes filières, pour faire le pas de côté qui nous permettra d'améliorer à la fois la qualité de vie de nos concitoyens. Je rappelle quand même 12 millions de personnes qui sont quand même dans des situations de mal logement, 300 000 sans-abri, et puis ensuite on peut anticiper tout ce qui va arriver avec les crises climatiques, avec les migrations liées aussi aux crises géopolitiques. Donc on a une vraie anticipation à faire qui doit être double. On doit à la fois répondre à la demande immédiate, mais on ne peut pas ne pas penser anticipation, notamment à cause des crises et des enjeux climatiques. Et là, la pénurie des matériaux, c'est par exemple comme un rappel de ce qui nous attend dans les années à venir sur les questions de béton, sur les questions de matériaux plus rares comme le cuivre et le zinc, etc. Donc on a un vrai sujet sur comment finalement... C'est pas que conjoncturel, il faut le prendre Il faut apprendre de ces crises et rebondir à partir de ces crises pour créer des nouveaux modèles. Et là où effectivement on a cette chance, c'est que je crois que tous dans nos métiers
où, en tant qu'acteur, on a des pionniers qui montrent la voie, mais souvent ces pionniers, ces démonstrateurs, hein, on ne part pas de leurs expériences pour créer les nouveaux processus. Et là, on a vraiment besoin d'élargir le spectre, c'est-à-dire d'avoir peut-être aussi des coopératives d'habitants, d'avoir à nouveau confiance dans la maîtrise d'ouvrage des bailleurs sociaux pour construire plus, d'aider les élus. Effectivement, là, moi, je partage l'avis d'Emmanuel Cos. Nous, on a créé un plaidoyer dans lequel on appelle à beaucoup plus de relations en amont et de création de récits dans les villes pour que justement les habitants et les élus puissent s'emparer du sujet de comment on vit dans la ville. Ça va pas être pareil hein, de rester dans l'enveloppe urbaine et d'avoir une forte densité tout à coup alors qu'on n'a pas cette habitude-là. On a eu l'habitude de faire la ville facile, c'est-à-dire la ville qui s'étale, la ville sans contrainte. Et là, tout à coup, on nous demande à la fois de gérer les matériaux, à la fois de résoudre la crise du logement, à la fois d'accueillir plus, à la fois d'adapter le bâti au changement climatique. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc il y a aussi une culture pour les Français qui n'est pas évidente. Le modèle de la maison individuelle est encore très présent dans la construction. Comment on va faire pour passer d'une culture de l'individualisme à une culture du partage? Et ça, c'est aussi notre rôle. Et c'est vrai que on peut ne pas attendre l'État, même si moi je pense qu'un gouvernement qui parle de planification écologique, de ménagement des territoires, peut peut-être aller vers ça. Juste avant de vous donner la parole, Madame Cayeux, justement pour avoir un peu l'état d'esprit des élus aussi face à ce sujet. On l'a vu justement dans notre enquête qu'il y a une vraie frilosité aujourd'hui et les professionnels le voient justement. Monsieur Rieussec, pour vous également, quel est l'état d'esprit des aménageurs? Vous êtes en contact direct aussi avec les élus. Oui, écoutez, nous partageons bien évidemment le diagnostic et les difficultés. Je crois qu'on a le cumul à la fois de difficultés conjoncturelles, mais qui viennent se cumuler avec un défi qui est plus structurel, si vous voulez, une prise de conscience environnement, climat, et des contradictions, des injonctions contradictoires qui aboutissent à ce cumul de toutes les difficultés et du fait surtout qu'on a de moins en moins de projets autorisés et on a de moins en moins une vision positive des projets. Donc on prend tout ça dans la figure, c'est la conjoncture plus une difficulté à accepter de faire et de vouloir faire ensemble. Et donc d'un côté, si vous voulez, vous avez cette prise de conscience climat-environnement qui au niveau national demande à protéger et donc à empêcher. On le voit aujourd'hui, la protection a cette vision d'empêchement, malheureusement. Et d'un autre côté, une volonté des personnes de bien vivre, de rester dans un cadre qu'elles apprécient, puisque vous ne l'avez pas rappelé aujourd'hui, mais 85% des Français sont satisfaits de leur logement, sont bien logés, etc. Enfin, on a un taux de satisfaction élevé. Et donc, ces injonctions contradictoires sont transmises aux élus qui ont du mal à autoriser des projets et à rentrer dans une vision positive du territoire en mutation. En mutation. C'est la notion de mutation, d'évolution positive qui devient difficile. Et donc on est devant une espèce de crise qui devient un peu culturelle. Et là-dessus, des conjonctures très, très difficiles comme aujourd'hui, on est dans un écrasement complet des tendances. Voilà. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est confier ou organiser des débats dans les collectivités, dans les territoires, sur des projets, sur une programmation, envisager les évolutions de façon positive avec les acteurs de terrain, avec les acteurs qui font, pour sortir de l'injonction du préfet qui, au titre du national, demande une densité qui, elle, est refusée par les acteurs et les riverains. Et donc, c'est seulement en réunissant les acteurs qui font, qui vont accepter, qui vont porter le projet, qui vont le vivre, qu'on arrivera à sortir de ces injonctions. Donc il faut arriver à une réglementation, je dirais, positive, anticipatrice, qui puisse intégrer les différentes données, les différentes dimensions des projets. Et ce qui est très positif dans notre époque, c'est que nous avons des moyens que nous n'avions pas pour faire. Nous avons des moyens technologiques, nous avons des moyens, pensez à tout ce qui se fait sur les énergies, les mobilités, les matériaux, etc. On est dans une période qui a les moyens de résoudre. Il faut se réunir pour le faire. Merci beaucoup. Alors, Madame Cayeux, c'est intéressant justement merci déjà d'être avec nous ce matin. C'est intéressant justement d'avoir cet avis déjà en tant qu'élu.
Quel est votre état d'esprit? Parce que voilà, on le voit, on sent que les relations se dégradent, les professionnels, notamment des promoteurs, les constructeurs, etc., sentent qu'il y a des réticences. Quel est votre état d'esprit déjà, vous, sur ce sujet? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il marche pas? Ça marche. Si. Mettez bien près de votre bouche et ça sera mieux. Très franchement, je fais mienne à peu près toutes les interventions qui ont été émises par les personnalités qui sont présentes ici. Je dirais deux choses. D'abord, au nom de Ville-de-France, je représente les villes moyennes de 10 000 à 100 000 habitants. Et nous avons fait déjà depuis 3-4 ans des baromètres du territoire pour essayer de comprendre quelles étaient les motivations des Français qui habitent dans nos villes moyennes. Et il se trouve que lors du 3e baromètre des territoires, on s'est aperçu, alors coïncidence ou pas, il vient après le premier confinement de 2020, et il nous apprend qu'en fait, près de 80% des habitants des grandes métropoles veulent migrer vers une ville moyenne. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des villes au milieu de la campagne, ce sont des villes avec les mêmes services publics que dans les métropoles, mais qui ont une qualité de vie dont ils ont souffert dans les métropoles, donc un manque. Et donc aujourd'hui, pour accueillir ces populations, parce que si on faisait le calcul, ça veut dire 8% des actifs qui habitent dans ces métropoles, ça fait beaucoup de monde. Et tout à l'heure, j'entendais le modèle de la maison individuelle avec jardin n'est pas mort dans l'esprit des Français. S'ils quittent une métropole, ils veulent de la verdure. Et là, nous nous heurtons très vite aux nouvelles législations. Aux ZAN, exactement, pour être très franc. Alors même si c'est pour 2050, les préfectures aujourd'hui se chargent bien de nous dire vous n'allez pas étaler votre ville, vous allez construire la ville sur la ville. Très bien. Donc là, je reviens au programme Cœur de Ville. Oui, c'est évidemment un avantage pour nous, avec le dispositif des friches, avec les dispositifs de rénovation urbaine, avec les dispositifs que l'on peut utiliser pour les rénovations thermiques. Mais évidemment, cela a un coût. Donc je reviens sur ce qu'ont dit les collègues ici. Oui, ça a un coût pour les collectivités. Alors, évidemment, nous sommes dans une équation assez compliquée parce que non seulement ça a un coût, mais quand vous êtes en centre-ville, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que nous avons la tutelle des ABF qui vient complexifier les constructions, les rendre souvent plus chères parce qu'ils exigent des matériaux performants, ce que je comprends, mais néanmoins, ça n'aide pas à la construction. Il faut arriver à sauvegarder, par exemple, ce patrimoine. Je vais vous dire, à Beauvais, j'ai un ancien hôtel du 18e que la famille a voulu rénover et transformer en appartement. Eh bien, ça fait 7 ans qu'ils ont mis 7 ans à négocier avec l'ABF, donc les matériaux n'ont fait qu'augmenter. Aujourd'hui, nous allons aboutir, mais c'est quand même un délai extrêmement important. Et puis, il y a aussi autre chose. Je préside une agglomération. On est en train de passer à un PLUI intercommunal. Mais je peux vous dire que c'est laborieux avec les maires ruraux, que je comprends parfaitement, parce qu'ils se sentent dessaisis de leur droit, enfin leur permis de construire, et ils s'imaginent que nous allons leur imposer là des logements sociaux, là d'autres réalisations, et que c'est très compliqué à gérer, que les bailleurs... Je préside une SA, une petite SA. Je peux vous dire que c'est très compliqué pour séduire les maires ruraux de construction dans leur commune. Donc on se heurte, je dirais, un peu à la quadrature du cercle. Ce n'est pas l'envie que nous n'avons pas, ce sont souvent les moyens, ce sont souvent une simplification que nous demandons des mesures gouvernementales, je vais le dire comme ça, des lois, la loi résilience aussi, qui nous complique un peu la vie, et d'expliquer dans une intercommunalité qu'ils vont avoir 10 hectares chacun sur 53 communes pour construire dans les années qui viennent. Les maires ont envie de rendre leur tablier. Donc on se heurte aussi
à cette difficulté-là. Donc voilà, je ne veux pas dresser un tableau noir, ouais. mais je pense que quand nous avons eu le PTZ dont vous parliez, en un week-end, nous avons vendu un programme. Oui. Et moi, j'ai donné des terrains à des bailleurs. Ils sortent des maisons individuelles à 180 200 000 euros pour l'équivalent d'un F3. C'est vendu aussi en un week-end. Mais aujourd'hui, où les taux vont augmenter d'emprunt, ce sont ces personnes-là qui vont avoir des difficultés d'accession, ce que j'appelle l'accession sociale à la propriété. Ça, c'est aussi un facteur qu'il faut développer parce que les gens ont envie d'être propriétaires et ça change complètement l'ambiance dans un quartier. Et là, nous sommes sur un quartier de rénovation urbaine et on a pu constater l'engouement qu'avaient les gens quand il n'y avait pas un prix de foncier inaccessible, de pouvoir s'installer, voilà. Mais ça, c'est de l'étalement urbain. Ouais. Donc, voilà. Mais donc, il faut arriver à fluidifier finalement les relations entre vous tous, fluidifier les relations même entre professions. Vous disiez, faut même entre élus. Et ce qu'on voit quand même sur cette enquête, et on le voit de plus en plus, et on le sent, vous nous le remontez également, cette volonté d'avoir une territorialisation en fait, enfin de cette politique de logement, mais une territorialisation, j'allais dire, intelligente. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, quand vous parlez de territorialisation, j'imagine que vous pensez aux zones tendues et non tendues, peut-être. Chaque territoire ne peut pas avoir la même chose, mais du coup, comment arriver à ce que ça marche mieux ? Je pense qu'il y a une notion d'équilibre à garder, qu'on ne peut pas imposer en tirant un trait d'un bureau parisien pour expliquer que la zone va être tendue ou pas tendue. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine évolution et une tendance à aller plus en milieu périphérique d'une métropole ou en tout cas en milieu rural. Et je pense que c'est là où il faut équilibrer les demandes. Vous ne pouvez pas d'un seul coup construire un nouveau quartier dans une commune rurale, mais d'un autre côté, il faut petit à petit permettre, aujourd'hui où la mobilité va coûter cher, où il n'y a pas des transports urbains qui irriguent totalement notre territoire, il va falloir penser à permettre à ces habitants de se délocaliser, mais de pouvoir être dans un logement accessible à des transports en commun, à des trains. Et donc, c'est toute une quadrature du cercle qu'il faut, des principes vertueux qu'il faut mettre en place. La mobilité en est une, l'emploi en est évidemment une autre, et puis le télétravail a ouvert aussi des perspectives importantes aux Français. Donc, avec tous ces facteurs-là, il faut qu'on arrive à construire d'une manière non pas économique, hein, je le dis en tant que maire, mais je pense qu'il faut que ça soit accessible aux Français. Mais alors justement, je me tourne vers vous, les autres intervenants, sur cette territorialisation. Alors on a parlé du programme Action Cœur de Ville, hein, on en a parlé, on voit que c'est plutôt bien accueilli, mais pour autant, manquait encore un peu de promoteurs et d'investisseurs, je crois. Alors justement, nous avons un promoteur autour de cette table, des promoteurs, pardon, et du coup, peut-être justement, comment est-ce que vous voyez cette territorialisation ? Est-ce que vous trouvez que ce genre de programme peut aider ? Quelle est votre vision ? Moi, je pense que c'est plutôt un combat d'attractivité des villes. Et donc, c'est vrai, j'en parlais un instant avec François, on se rend compte de déclarations. On a envie de quitter, comme vous avez dit, Madame le maire, on a envie de quitter les centres-villes. Ça, on le voit dans les déclarations. Par contre, nous, dans nos statistiques, on voit encore que là où ça se vend le mieux et le plus en nombre, ce sont quand même dans les centres urbains. Donc il y a peut-être là une espèce de dichotomie entre ce qu'on voudrait et ce qu'on fait réellement. Alors le problème d'attractivité, c'est que les villes que vous appelez Action Cœur de Ville hein, sont des villes qui, par définition, sont moins attractives que les autres. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il y a eu une guerre dans les années 80-90 sur l'attractivité des territoires. Je pense qu'il y a des villes et des métropoles qui ont gagné cette attractivité et d'autres qui en ont perdu. Et il est difficile de faire venir une population dans des villes qui, à mon avis, ont perdu ce match. Elles n'ont plus les équipements culturels, elles n'ont plus les équipements éducatifs, les équipements commerciaux, de santé. Et c'est assez difficile. Donc,
alors bien sûr que c'est en remettant de la population que tout ça va revenir, mais ça me fait penser un peu à l'histoire de la poule et de l'œuf. Ça va être compliqué. On parle encore de la quadrature du cercle. Oui, finalement, ça va être compliqué. S'il y a des équipements, mais pour qu'il y ait des équipements, il faut que ce soit un territoire qui soit dit attractif. Finalement. C'est exactement ça. Et Monsieur Monod, justement, vous vouliez peut-être ajouter aussi sur la complexité, peut-être toujours pas, il veut pas ce micro, sur cette complexité aussi un peu en termes de territoire, sur les territoires. Alors oui, les territoires sont tous différents, mais il y a un besoin sur tous les territoires. Et ça, je pense que c'est important, un besoin aussi différent en fonction du territoire. Et c'est vrai que je reviens à ce que vous disiez sur le trait qui était vu un petit peu de manière assez aérienne, hein, et vu d'en haut sur le zonage. On a un vrai souci sur le zonage. Aujourd'hui, on a un zonage qui est complètement obsolète, sur lequel on se base. On a 3 types de zonage différents. Le zonage pour le logement social, le zonage Pinel, le zonage du 232 du CGI sur les zones dites tendues. Donc on a un vrai sujet à ce niveau-là, et je pense qu'il faut vraiment aussi que là on ouvre la révision de celui-ci. Parce qu'en fait, il y a peut-être eu des abus à une époque, mais ça a été quelques abus, mais qui ont été érigés un petit peu comme la règle. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser faire là aussi les professionnels, et il faut aussi faire confiance à nos acquéreurs sur le fait qu'ils achètent là où ils ont envie d'acheter, ils investissent là où ils ont envie d'investir, et qu'on ne les enferme pas justement dans ces cases. Je pense aussi que, pour revenir sur Action Cœur de Ville, on a, nous, dans le cadre de nos adhérents, à peu près un quart de ceux-ci qui ont une activité de rénovation globale. Donc c'est leur métier. Et ils interviennent très peu, en fait, sur les Actions Cœur de Ville. Parce qu'ils nous disent que c'est tellement complexe à mettre en œuvre. Le montage du dossier, j'ai un exemple, une ville comme Vichy, aujourd'hui qui fait partie des programmes. Un de mes confrères me disait l'autre jour, j'ai abandonné une opération de 10 logements au cœur de Vichy, parce que le montage était beaucoup trop complexe et on n'a jamais été au bout. J'ai un autre exemple, moi, sur le territoire de la Haute-Savoie, une ville comme Rumilly, aujourd'hui, qui est plutôt un marché très dynamique. On n'a pas de souci de demande. Et ben aujourd'hui, il n'y a aucune opération qui est sortie au travers d'Action Cœur de Ville, alors que la commune était éligible. Donc on a un vrai sujet sur qu'est-ce que produit réellement comme effet Action Cœur de Ville, même si à la base, je partage tout à fait, c'est une très bonne idée. Alors bien sûr, je vais vous donner la parole, Madame Cailleux. Alors, Action Cœur de Ville, je suis étonnée que vous me disiez que vous n'avez pas pu aboutir dans un certain nombre de projets, parce que votre problème, si je me réfère à ce qui s'est passé à Beauvais, c'est un point d'équilibre du projet. Et en fait, quand il y a une friche, il y a un budget de démolition, il y a quelquefois de l'amiante, et cela complique évidemment pour revenir au terrain neutre. Et puis après, il y a les fouilles souvent. Donc là aussi, c'est un budget supplémentaire et qui ralentit l'opération. Mais sinon, je pense qu'il y a eu, grâce à Cœur de Ville, un certain nombre de fonds qui ont été débloqués. Le fonds friche, le fonds réaménagement. Et je suis étonnée que vous n'ayez pas pu équilibrer l'opération. On pourra en reparler parce que peut-être qu'il a manqué... une volonté aussi, oui, politique, je ne sais pas, je ne vais pas me permettre de juger le maire de Vichy, mais ceci étant, c'est vrai, moi je vois bien l'opération dont je vous ai parlé, une fois démolie, une fois traité l'amiante et une fois les fouilles, ben vous êtes à 7 ans, plus la négociation avec l'ABF, c'est vrai. Et on sait que le temps et je pense qu'on a tous besoin de simplification. Et d'ailleurs, j'ai remarqué pendant la période de confinement où nous avons eu l'autorisation pour ne pas perdre la main sur nos projets, d'avoir des simplifications, des délais plus courts sur les permis de construire, des délais plus courts sur les avis des ABF. Je crois que là aussi, parce que finalement des délais plus courts partout, c'est de l'argent économisé quelque part. Et économisé à la fois pour les collectivités, pour les élus, mais à la fois pour ceux qui vont pouvoir s'installer demain. Donc l'avancée avec la suppression de la taxe d'habitation pour les occupants propriétaires a quand même été, dans le cadre du problème du pouvoir d'achat aujourd'hui, une avancée. C'est pas une avancée pour nous, parce que pour l'instant, non, pour le coup, nous sommes indemnisés à l'euro près, mais
pour l'expérience que j'en ai depuis un certain temps, l'Europress s'effiloche en général assez rapidement. Ceci étant, c'est quelque chose. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est la simplification. On en parle comme d'un serpent de mer, mais franchement, il va falloir... De toutes nos enquêtes, ça a toujours été ça qui ressort, et je pense que c'est le serpent de mer depuis 20 ans. Nous avons réalisé un web documentaire à Bâti Actu, justement, sur l'évolution des 20 dernières années. La simplification, c'est un épisode complet. Peut-être, Madame Lecomte, sur ce rééquilibrage territorial, vous l'appelez aussi un peu de vos voeux. Oui, ne serait-ce que parce qu'il y a entre 600 000 et 3 millions de logements vacants en France, et que même si on sait que la plupart ne sont pas forcément accessibles, etc., il faudrait quand même penser un petit peu différemment. Il y a une forme de transversalité à avoir, mobilité, travail, logement, qui est importante. Après, moi, je voulais revenir sur des éléments un peu précis. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'ABF autour de la table. Mais les ABF, c'est compliqué d'avoir 15 personnes sur cette petite scène. Le problème, c'est que moi, ça fait la 3e table ronde que je fais, où finalement, on cristallise beaucoup de choses sur ça. Mais regardons aussi les moyens qu'on leur donne. Est-ce que vous connaissez le nombre de dossiers qu'a un ABF dans une UDAP? Le temps qu'il a pour regarder un dossier, ce qu'on lui permet de faire, comment il doit donner un recours, un avis. Et nous, quand on essaye en tant qu'architecte d'avoir accès à eux plus facilement pour que ça soit plus facile, c'est pas évident pour eux, parce qu'en fait, ce dialogue n'est pas facilité, parce qu'il n'y a pas les moyens. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut se dire que le patrimoine, c'est pas important. N'empêche que le patrimoine, c'est notre déjà là. C'est des matériaux qui sont déjà là, c'est des matériaux à réparer, c'est de la ville à réparer, et c'est aussi quand même 80% de la ville du futur. Donc on a vraiment besoin aussi peut-être de réaffirmer un certain nombre de choses comme ça qui ne sont pas valorisées. Et c'est aussi comme ça qu'on arrivera à avoir une qualité dans la densité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on oppose encore le logement de promotion, on va dire classique, et la maison individuelle. Si on arrêtait de parler de formes urbaines, et comme ça en les stigmatisant, en se disant en fait il y a pléthore de typologies architecturales et de montages qu'on n'utilise pas. Donc finalement d'aller d'une politique du logement à une politique de l'habitat au sens large. Une politique de l'habitat beaucoup plus au sens large, et de ne pas se cantonner à des choses. La maison individuelle, c'est un modèle, mais pour avoir du calme, du confort, de la proximité, un espace à la nature, on peut dessiner autrement. Et ça, cette confiance dans le travail d'ingénierie, il n'est plus là. Il n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est très bien dans Action Cœur de Ville, par exemple, il y a beaucoup d'outils. Et moi, je ne crois pas que ce soit simplement la volonté politique le problème. C'est l'accompagnement aussi des élus pour leur donner envie de faire différemment. Il faut du courage. Quand on vous apporte sur un plateau le lotissement avec les impasses qui va sur la campagne, c'est facile pour un maire qui en a besoin de dire oui. Mais en même temps, si on lui dit, si lui a dans l'idée de rénover un bâtiment qui est un peu compliqué, etc., mais qu'il ne sait pas comment faire, qu'il n'y a personne pour l'accompagner, que les financements ne sont pas là, que les architectes arrivent au dernier moment parce qu'on va les chercher au dernier moment, il y a un problème. Donc c'est vrai que nous, on prône aujourd'hui le modèle de dire un élu a besoin de conseils en amont, a besoin de construire le récit, a besoin aussi de convaincre ses habitants, et c'est pas facile. Dire à ses habitants, oui, on a des maisons individuelles et on va peut-être en construire un petit peu moins, peut-être travailler sur le parcours résidentiel aussi pour permettre à des gens qui habitent dans des maisons individuelles, notamment les personnes âgées, on sait qu'il y en a 2 millions aujourd'hui d'habitats. C'est un vrai sujet, on a une conférence là-dessus tout à l'heure, je vous invite à la citer d'ailleurs. Mais il va falloir aussi permettre à ces gens de pouvoir continuer d'habiter dans leur environnement. C'est pour ça qu'on parle de politique de l'habitat. Comment on voulait qu'une personne âgée qui a vécu toute sa vie dans un quartier se disent à 75 ans, faut que je fasse attention parce que peut-être que bientôt je serai moins en capacité de me déplacer, et donc je n'ai pas d'autres logements, d'autres typologies de logements dans l'endroit où j'ai envie de vivre. Donc il faut travailler la mixité, il faut travailler les typologies architecturales. Et cette confiance-là, ça se donne en amont avec du conseil et beaucoup plus de dialogue. Mais du coup aussi, ce dialogue, il faut l'initier. Alors Monsieur Rieussec, vous n'avez pas encore pris la parole justement sur cette idée de territorialisation. Comment est-ce que finalement on peut envisager cette politique donc, de l'habitat au plus proche, et avec quels outils finalement, des outils de dialogue au plus près des territoires ? La question de la territorialisation, elle pose en fait la question des différents modes d'habiter et des différentes typologies, si vous voulez.
on a 10 millions de Français qui vivent dans des villes de plus de 200 000 habitants. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, les 2 tiers de nos concitoyens, et même les 3 quarts, si vous voulez, qui vivent dans des petites villes, des villes moyennes, et donc avec un autre modèle d'habitat. Et Action Cœur de Ville a peut-être voulu imposer une espèce de micro-modèle métropole dans ces petites villes. Non. Je vois qu'il n'y a pas... on n'est pas tous d'accord là-dessus. On a voulu refaire du recentre, etc. Enfin bon... on était vraiment dans la revitalisation du territoire et... Oui, si vous voulez, mais... Voilà, l'économie des centres-villes à revitaliser. Voilà. Donc, je pense qu'il faut revitaliser à travers la légitimité de modèles différents. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des Français qui ne vivent pas tous de la même façon et il est légitime de leur part de ne pas vouloir vivre tous de la même façon. Et donc, c'est dans la possibilité pour les élus, pour les citoyens, de décider de leur mode de vie qu'on va trouver des solutions pour faire ensemble. Et avec des injonctions aujourd'hui qui sont fortes, des prises de conscience environnementales, énergétiques, dont on a parlé, avec penser au télétravail, aux mobilités électriques. Enfin, on a aujourd'hui une liberté de mouvement et de comportement qui est décuplée et qui permet des libertés de mode d'habiter également. Or, il faudra qu'on arrive à permettre à ces différents territoires, et Mme Cayeux l'a bien dit quand elle parle de rapport entre les villes, centres et les périphéries, dans la planification, dans la réglementation ensuite de la construction, qu'il y a des négociations difficiles parce qu'il y a une confrontation en quelque sorte de modèles d'habitat. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus... On arrivera à intégrer toutes ces évolutions, toutes ces volontés citoyennes, tous ces moyens économiques que cela nous donne, dans une concertation locale, dans des projets locaux qui seront vus sous un angle, une fois encore, positif, c'est-à-dire avec des projets qui intègrent des solutions territoriales avec des équipements publics scolaires, sportifs, etc. Enfin, en réunissant les potentiels de développement plutôt qu'en dispersant au petit bonheur la chance comme on l'a pratiqué depuis une vingtaine d'années. Alors on parle de dialogue, on parle de collaboration essentielle, mais alors Madame Cosse, justement, quels outils, quels leviers on peut activer, comment ça peut fonctionner? C'est l'intérêt, ce dialogue, voilà, mais comment on fait concrètement? Déjà, je pense qu'il faut qu'on accepte de tous changer. Je suis désolée, mais la finitude de la planète, vous pouvez penser que ce n'est pas votre génération, que ce n'est pas celle de vos enfants, mais c'est la réalité. Si vous habitiez sur un territoire ultramarin, vous y penserez tous les jours. Donc il faut l'accepter. Il faut aussi accepter nos erreurs. On a trop consommé de foncier. Ce qu'on a construit il y a des décennies, c'est absolument lamentable. Donc il faut partir de ça, il faut l'assumer. Sinon, en fait, on ne peut pas continuer à dire qu'on fait tout ce qu'on veut pour répondre à des aspirations sans se rendre compte de l'empreinte de nos aspirations sur là où on vit. Et je pense qu'il faut être... on a les moyens d'être responsable. Nous sommes dans un pays qui a de l'argent, qui est démocratique, qui a des capacités à agir. Nous pouvons ne pas subir ce qui est en train de se passer par rapport à d'autres sociétés et d'autres pays en très grande difficulté. Et je pense qu'il faut l'assumer. Et c'est aussi pour ça, oui, c'est compliqué, Action Cœur de Ville, oui, c'est difficile. Je le dis aussi, les bailleurs sociaux sont dans quasiment plus de la moitié des opérations, et y compris on fait de la VFA inversée. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les opérateurs privés nous ont dit qu'économiquement, ils ne voulaient pas y aller pour des questions de rentabilité. Et donc nous, parce que nous avons un autre modèle économique et que nous ne distribuons pas de dividendes, nous, il est acceptable et on y va parce que les élus nous le demandent et qu'on est rattachés à leur collectivité, on nous demande de porter y compris des opérations privées. Alors oui, c'est compliqué. Oui, on prend des risques ultra difficiles. On a des problèmes avec les ABF, avec l'amiante, avec un marché immobilier qui n'existe pas. Sauf que comme l'a rappelé la présidente Cayeux, l'accession sociale à la propriété, qui est vraiment une solution pour beaucoup de ménages, on peut la faire aujourd'hui dans Action Cœur de Ville et on redonne quand même une histoire à ces territoires importants. Et je veux quand même le dire parce que, y compris dans la production du logement social où on a une vraie baisse, je dois quand même dire que c'est dans les territoires de la ville moyenne et périurbain qu'on a gardé en gros nos 45 000 à 50 000 agréments qui continuent à être la production, on va dire, ça fait plus de la moitié de la production aujourd'hui. Et si on produit du logement social dans ces territoires, c'est qu'il y a des demandeurs.
On ne le fait pas juste parce qu'on a trouvé du foncier. Je pense que c'est important de dire parce que voilà, il y a aussi des choses qui sont en train de changer et qu'on a un enjeu sur les métropoles, c'est-à-dire une crispation de tout sur les métropoles. Mais après, il faut aussi dire les choses, les habitants, vous n'allez pas les déplacer. Hein. Vous n'allez pas les déplacer et heureusement pour nous, notre pays est démocratique, donc on ne déplace pas les populations. Y compris, il y a des logements vides certes en France, mais il n'y a plus de volonté d'y habiter. On peut créer de l'attractivité, mais il y a des bassins industriels qui n'existent plus, donc il faut réfléchir comment on peut redonner un peu d'attractivité, mais il faudra aussi qu'on réponde aux besoins des Français là où ils sont. Et c'est là où, à mon avis, vous parlez de territorialisation, c'est une très bonne chose, et je pense en plus que beaucoup de collectivités veulent prendre plus de responsabilités. Encore faut-il que la territorialisation soit animée. Il y a l'enjeu évidemment des zonages qui sont totalement dépassés et je pense que c'est une urgence qu'on arrive à tout remettre à plat. On a le problème des zonages, des plafonds, enfin des plafonds de ressources, plafonds de prix, tout ça. Là-dessus, je pense que tout le monde est assez d'accord. Mais ma question, moi, mon interrogation, c'est est-ce que dans les préfectures de région, aujourd'hui dans les préfectures de département, on a des représentants de l'État qui veulent animer la territorialisation à côté des élus? Alors il y a des instances de représentation au niveau régional, oui, on a plein régionaux. On a les comités régionaux de l'habitat, on a plein de choses, mais aujourd'hui, si on considère que l'accès au logement est une grande priorité, est-ce qu'on a des conférences départementales ou régionales semestrielles avec tous les élus pour qu'on discute où en sont les PLUI, où sont les blocages, c'est quoi vos enjeux, comment le fonds Friche s'applique? On a eu cette chance d'avoir le fonds Friche qui nous a débloqué quand même beaucoup d'opérations. C'est un financement que je trouve moi très intéressant parce que justement on régénère du foncier déjà bâti, voire pollué. Mais est-ce que demain, on aura la suite de ça? Est-ce qu'on réfléchit à l'identification des futures zones? Politique du foncier public, qui soi-disant n'a jamais été arrêtée. J'attends toujours, ça fait 2 ans que je le demande, la liste des fonciers publics disponibles. On ne l'a toujours pas. Y compris la Cour des comptes a rendu un rapport hier où en gros elle fustige le ministère des Armées de ne pas avoir fait de la spéculation sur des fonciers. Il faut aussi que l'État soit clair avec ces enjeux-là. Il veut spéculer sur ses propriétés ou il veut répondre à la crise du logement. Et je pense que les élus locaux aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est connaître la liste des fonciers publics cessibles dans les 10 années et qu'on puisse programmer. On parle beaucoup de planification écologique territoriale, ce qui est une très bonne chose, mais qu'on ait les moyens de le faire. Donc on puisse la planifier même au niveau territorial. Mais au niveau territorial, surtout, il y a des choses, si vous voulez, quand même, qui ont changé, et c'est ça qui est extraordinaire. Les outils numériques, digitaux, l'observation des marchés. Maintenant, on a une observation des marchés immobiliers beaucoup plus fine qu'avant. Donc, y compris, on pourrait être capable d'avoir des zonages beaucoup plus affinés, on pourrait plus les discuter. On n'avait pas ça, je pense, il y a une quinzaine d'années. Donc, on a beaucoup d'outils pour faire plus. Encore faut-il qu'à un moment, on l'accepte. Et puis, je pense aussi, et peut-être que la clarification viendra, l'État est tout le temps dans une balance entre c'est des sujets régaliens, mais c'est des sujets locaux. Il faut aussi qu'on ait une discussion au fond là-dessus. La loi 3DS n'a pas permis d'aller au bout de la discussion. Est-ce qu'on décentralise les compétences logement urbanisme totalement ou pas? Est-ce qu'on crée du dialogue plus au niveau local? J'ai un point de vue là-dessus, mais je ne vais pas le développer ici. Mais en tout cas, on n'a pas la discussion sur le sujet. Donc voilà, après, je vais vous dire, il n'y a pas que le dialogue. Il faut la confiance. Il y a la confiance et puis il y a aussi un discours de vérité. Caroline Cayeux l'a dit en tant que présidente d'une ESA d'HLM. C'est très dur de construire du logement social aujourd'hui. On a des oppositions extrêmement fortes et en fait très dogmatiques. C'est-à-dire pour ça que j'ai beaucoup travaillé à ce qu'on mette en lumière qui vit dans le logement HLM pour que les gens se rendent compte que c'est quand même les Français comme vous et moi, mais en fait les 75% de Français qui vivent avec des revenus bas, et c'est la réalité. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ait un discours de vérité sur les revenus des personnes. Aujourd'hui, les Français en majorité gagnent le SMIC ou un peu plus, et c'est eux en fait. C'est eux qui n'arrivent pas à se loger. Il faut qu'on réponde à ces Français-là, à ces Français qui font vivre le pays. Aujourd'hui, un couple dont il y a une aide-soignante et un employé, c'est ça notre cible. Il faut l'admettre. Notre sujet, il y a évidemment de loger évidemment toutes les populations, mais la difficulté à se loger aujourd'hui, c'est des Français qui font tourner le pays, qui ont des salaires inférieurs à 2 000 € par mois et qui n'arrivent pas aujourd'hui correctement à vivre et à se loger. Et donc il faut l'assumer. Ces gens-là, ils vont dans la maison individuelle, on va dire encadré dans son marché, dans du logement social et parfois dans du logement libre, mais c'est très rare. Et je pense que tant qu'on produira des logements pour des revenus qui n'existent pas, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup.
Peut-être une réaction, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'on va faire un dernier petit tour de table, votre mot de la fin. Je pense on l'a vu, donc en collaboration, dialogue essentiel qui nécessite confiance, écoute, mais innovation collective aussi. Allez-y. Je vais rebondir sur les propos d'Emmanuel Cos. C'est parfaitement ça. On a vraiment un problème de gouvernance, puisque depuis la loi du 2 mars 82, les lois de fer, les lois de décentralisation, ce sont les maires qui signent les permis. Ce sont eux-mêmes, dans l'intercommunalité, qui établissent les PLU. Il faut savoir que nous avons fait une enquête chez nous, à la FPI. Les PLU élaborés eux-mêmes par les élus ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. C'est-à-dire que l'élu émet une règle, et quand on arrive le voir en disant on a un projet, attention, attention, c'est trop dense. Et donc, eux-mêmes, déjà, donc vous avez un État qui pousse à la construction. Depuis 5 ans, sous le mandat d'Emmanuel Macron, c'est un peu plus ambigu parce que vous avez l'État d'un côté qui pousse, mais qui aussi réfléchit aux ânes, etc. Donc là, c'est déjà un peu plus ambigu. Mais depuis la nuit des temps, l'État a toujours été bâtisseur. Et vous avez des élus locaux qui disent oui, c'est très très bien, on est totalement d'accord, mais pas chez nous. Ça, c'est vraiment le sujet qu'on a tous les jours. Donc, Emmanuel l'a dit, il faut savoir si on veut une France un peu jacobine ou girondine, mais il faudra bien qu'on mette un jour le problème du logement au centre d'une discussion de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un problème local ou un problème central. Et ça, c'est pour nous un véritable sujet. Donc, je voulais insister et repréciser un peu ta pensée, si tu veux. Monsieur Rieussec, je finirai le tour de table par vous, Madame Cailleux, si vous le voulez bien. Oui, mais je crois qu'on a aujourd'hui une volonté de mieux faire, mais on est heurté par des règles qui empêchent de faire. Et donc, le ZAN en est l'illustration. Vous savez qu'on a compté qu'il y a 10 000 communes qui vont être carencées en capacité à construire. Ça, c'est l'application statistique des règles qui ont été votées. Donc, on doit reprendre sur le métier ces règles, l'application, tout en ayant une vision de résoudre les problèmes et les enjeux que nous posent nos concitoyens sur le climat, l'énergie, le carbone, etc. Enfin, tous ces enjeux sociétaux. Et pour cela, la concertation avec les acteurs de terrain doit se faire dans une optique de projet, de programmation opérationnelle. Nous avons proposé le permis d'aménager bioclimatique qui permettrait de loger les fonctions des sols dans les opérations plutôt que de dissocier. D'un côté, on va densifier ce que les citoyens ne veulent pas, on va détruire les quartiers de résilience pour une densité que les citoyens acceptent mal. Vous voyez, on doit sortir de ces oppositions dans une volonté partenariale et pour faire. Et avec les différences dont j'ai parlé, d'aspiration selon les catégories et également les moyens. Merci beaucoup, Monsieur Monod. Oui, moi je pense qu'il faut qu'on passe de la défiance à la confiance. Il faut aujourd'hui qu'on ait confiance sur toute la filière, à tous les niveaux, des élus jusqu'aux opérateurs, et bien évidemment en passant par les architectes. Et il faut qu'on arrête avec les images d'Épinal un petit peu en voyant systématiquement des constructeurs, des promoteurs comme des bétonneurs compulsifs. C'est pas du tout le cas. Je pense qu'aujourd'hui la filière l'a démontré, elle a su s'adapter, elle a su évoluer. Elle est prête à cette transition nécessaire et impérative et urgente. Là, on est tous d'accord. Mais sans réalisation, il n'y aura pas de transition. C'est un moment, il faut aussi qu'on réalise des choses si on veut changer. Pour changer, il faut réaliser. Tout le monde est d'accord, mais il faut y aller, quoi. Mais il faut y aller. À un moment, on est tous d'accord avec le constat. Et je pense que la pédagogie dont a parlé Madame Lecomte est importante aussi à effectuer auprès de nos citoyens et auprès des habitants qui vont être, je dirais, qui peuvent être impactés par de nouvelles constructions. La concertation, c'est une bonne chose, mais la concertation ne doit pas tourner en jury populaire. Et aujourd'hui, quand on a des élus à nos côtés qui viennent concerter la réunion publique, moi je trouve que c'est un bel exercice. Mais pour cela, il faut qu'on ait des élus qui soient aussi convaincus que l'opération qui va être réalisée est importante
pour l'intérêt général. Et je pense que là encore, il faut qu'on soit conscient de ça. Et je pense que là aussi, il faut qu'on arrête d'opposer. Il faut qu'on arrête d'opposer le neuf à la rénovation. Il faut qu'on arrête d'opposer l'individuel au collectif. Il faut qu'on arrête d'opposer les territoires ruraux aux territoires urbains, aux métropoles. Arrêtons d'opposer. L'urgence est telle aujourd'hui qu'on n'a plus les moyens de le faire. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on compte et qu'on pense avant tout à l'occupant, à l'habitant, justement, dans cet axe d'habiter. Merci beaucoup. Madame Lecomte, je pense que vous êtes d'accord avec, ça. C'est sûr qu'il faut qu'on conjugue les aspirations des habitants avec toutes les crises qu'on est en train de subir et avec les besoins. Et ça, c'est peut-être un paradigme qu'on avait moins il y a quelques années, aujourd'hui, qui est une urgence. Cette crise des matériaux qui va durer, la crise de la biodiversité, l'étalement urbain qu'il faut gérer, parce qu'on parle de ZAN, mais en fait, la question, c'est l'étalement urbain. Toutes ces questions-là sont extrêmement importantes et demandent franchement des changements de politique. Et là, on les a pas. On les a pas, donc nous, on les attend, ça c'est sûr, mais c'est surtout qu'il faut qu'on se mette d'accord sur des constats communs. C'est-à-dire, signons un papier disant on arrête ça, on arrête l'étalement urbain, tous, on se le dit. On arrête de faire des modèles qui ne nous permettent pas de sortir de la dichotomie entre d'un côté la maison individuelle et le logement collectif un peu neutre, mais trouvons d'autres typologies urbaines qui nous permettent d'apporter de la qualité là où il y a de la densité, où il y aura effectivement une relation avec la nature, où il y aura du calme, du confort et de la proximité. Et cette relation-là, elle se fait sur les territoires, ça c'est une évidence. Alors nous, on a créé un plaidoyer à l'ordre des architectes avec 5 points, et je pense qu'on s'y retrouve tous. Cet équilibre des territoires est extrêmement important, dont on parlait, avec effectivement comment on va gérer l'étalement urbain, comment on va ramener plus d'ingénierie pour aider les élus, cette pédagogie est extrêmement importante. Comment est-ce qu'ensuite on passe de cette politique du logement à une politique de l'habitat? Et cette politique de l'habitat, elle concerne également ce qu'on va parler de densification douce. On n'a pas parlé de périurbain ici, mais on a quand même des territoires entiers où il va falloir qu'on ramène du service, qu'on puisse permettre aussi une mixité fonctionnelle, une mixité de typologie bâtie. Ensuite, il y a la réparation de la ville, la réhabilitation. Ça, c'est un axe qui nous paraît essentiel. Action Cœur de Ville est vraiment nécessaire. On n'a pas parlé petite ville de demain, mais servons-nous de notre patrimoine comme finalement d'un patrimoine aussi économique. C'est un patrimoine physique, mais c'est aussi un patrimoine économique. Et puis 2 points, changer de pratique. On a des territoires qui vont devenir de plus en plus vulnérables, notamment au changement climatique. 20 jours de canicule mortelle par an, ça veut dire qu'on doit adapter 80% de notre bâti existant pour les populations. Et ça, on n'en a pas non plus parlé, mais ça veut dire qu'il faut développer des nouvelles manières de rénover, s'adapter. Ça va demander de la part des entreprises, des architectes et de l'ensemble des acteurs un investissement qui n'est peut-être pas aujourd'hui à la hauteur, notamment en confort d'été. Donc ça veut dire adapter nos villes, mais aussi adapter nos logements. Et le dernier point, c'est comment on passe à la décarbonation, parce qu'on n'a pas parlé de la stratégie bas carbone qui est en place en ce moment et qui va se mettre en place. On a un gros travail dans les filières là qui nous attend avec l'État pendant 6 mois. Moi, je crois que c'est un moment où il va falloir prendre en main le changement, où il va falloir se dire les choses, acter des choses collectivement qui vont nous faire changer de pratique. Je pense à la conception notamment pour les architectes, concevoir en réemploi, concevoir avec des matériaux biosourcés. C'était pas dans nos gènes il y a 25 ans. Aujourd'hui, on s'est formé à ça. On le fait mieux. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est que les filières se structurent. Et pour ça, il faut que l'État aide. C'est-à-dire, quand on fait des dépenses en rénovation thermique avec un plan de relance, il faut de l'éco-conditionnalité pour que ça devienne de l'investissement dans les filières locales, pour que ça développe de l'emploi, pour qu'on rééquilibre aussi les territoires, les réindustrialise, qu'on ait de l'emploi non délocalisable. Mais c'est également une manière de rapprocher les élus et les architectes et les citoyens. Aujourd'hui, nous, on est trop loin des élus. Ouais. Je suis désolée, je vous coupe un tout petit peu parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais juste un dernier mot, Madame Cailleux. Je suis désolée, j'aurais voulu prendre quelques questions, mais là, le temps a filé et vous êtes passionnant. Madame Cailleux, peut-être voilà votre mot de la fin. Il faut qu'on reste optimiste quand même. Je conclurai sur le programme Cœur de Ville, ça ne va pas vous étonner. J'y associe d'ailleurs Petite Ville de demain, qui est le modèle pour les communes de moins de 10 000 habitants et qui fonctionne sur la même philosophie. Je dirais en fait que d'abord, c'est une chance pour nos villes moyennes de pouvoir rénover des logements qui sont anciens et qui pour la plupart ont été construits avant 1971. Donc c'est dire si le programme de rééquilibrage, de rénovation thermique est capital. Et donc là, on a besoin qu'il y ait des dispositifs
pérenne. On va le voir tout à l'heure, hein, d'ailleurs, monsieur le préfet. Et je m'y efforce dans le cadre de l'Agence de cohésion des territoires, parce que c'est aussi ça qui est important. Justement, collaboration. Cohésion, confiance. collaboration, absolument. Je fais mienne et je partage les interventions de mes voisins, mais je pense que Cœur de Ville va permettre non pas de reconstruire la ville sur la ville, mais en tout cas de rénover ce patrimoine. Rénover ce patrimoine. Il y a eu une adaptation du Malraux dans les cœurs de ville, donc il y a un certain nombre de dispositifs. Alors peut-être que nous ne les avons pas assez vendus, je prends la leçon pour moi aussi, mais je crois qu'il y a matière à travailler en partenariat avec vous tous. Alors nous avons un congrès le 11 et le 12 juillet. Je vais inviter les participants de cette table ronde. Voilà. Écoutez, les assises sont faites aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Je pense que vous pouvez vraiment les applaudir. Merci d'avoir joué le jeu. Merci de montrer qu'on peut donc agir ensemble pour le logement et la mixité urbaine. On fait une petite pause. Voilà, une courte pause. Les débats reprennent à 11h. Je vous invite à vous reporter au programme pour connaître la suite de nos échanges. Enjeux de territoire, France de propriétaire, quelle réalité, financement, bas carbone. Autant de sujets que vous pourrez voir. Cette journée est faite pour vous informer, mais aussi pour vous connecter. Je vous invite donc aux rencontres et aux échanges auprès de nos partenaires. Merci.